Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie de vous retrouver et dorénavant, on se retrouvera chaque mercredi soir avec nos invités et nos chroniqueurs pour faire un tour d'horizon avec vous de l'actualité nationale et internationale. Et ce soir, on commence avec cette situation politique inédite au Maroc, la formation des instances parlementaires avant même la constitution du gouvernement qui, lui, peine à voir le jour. C'est la demande du roi exprimée lors du Conseil des ministres du 10 janvier dernier qui a précipité la fin de la vacance parlementaire. Le souverain avait en effet demandé au Parlement d'adopter au plus vite l'acte constitutif de l'Union africaine dont le sommet doit se tenir dans quelques jours à Addis Abeba. Alors cette formation du Parlement va-t-elle avoir un impact sur les négociations en cours pour le prochain gouvernement? Que faut-il comprendre de cette situation et quelles sorties de crise sont désormais possibles? C'est ce que nous verrons dans la première partie de cette émission. Nous reviendrons ensuite sur deux rencontres internationales de cette semaine. D'abord le sommet France-Afrique qui s'est tenu à Bamako, la fin de la semaine dernière et qui a été un peu les coulisses du prochain sommet de l'Union africaine. Nous reviendrons sur le bilan de la politique de François Hollande notamment. Et puis enfin, nous terminerons avec la conférence pour la paix au Proche-Orient qui a réuni à Paris dimanche dernier 70 États et qui a réaffirmé le soutien de la communauté internationale à une solution à deux États. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Et pour nous accompagner ce soir, nous aider à décrypter toutes ces situations, nous avons le plaisir de recevoir M. Aziz Saïdi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la Tribune Afrique. À vos côtés, M. Kamel Naïm, directeur de publication de Quid.ma. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et enfin, également sur le plateau avec nous ce soir, M. Abdelhamid Ben Khattab, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Rabat Agdel. Merci beaucoup d'être avec nous également. Alors, on commence avec la situation politique au Maroc, qu'on ne finit pas de commenter depuis les élections d'octobre. Et cette élection du président de la Chambre des représentants, lundi dernier, conformément à la demande adressée par le souverain la semaine dernière pour ratifier au plus vite l'acte de l'Union africaine. Alors, d'abord, quel est l'enjeu de cette présidence de la Chambre des représentants? Est-ce que le perchoir, c'est un poste stratégique? Monsieur Naïm. C'est un poste stratégique, mais je voudrais juste auparavant que, si ma mémoire ne me trahit pas, ce n'est pas une situation inédite. Je crois qu'Abdelwahid al-Radi, en 1998, a été élu avant la constitution du gouvernement. Donc ce n'est pas vraiment une situation inédite. Elle est rare. Elle est rare. Inédite, elle est non, rare. C'est sûr, elle est rare, parce qu'il est de coutume, mais ce n'est ni dans les lois, ni dans la Constitution, que le président de la Chambre, notamment basse, c'est-à-dire la première de la Chambre des représentants, soit présidé par quelqu'un de la majorité gouvernementale. En 1998, avec Abdelwahid al-Radi, ça préfigurait la majorité qui allait sortir, qu'on connaissait déjà. Donc c'était, on va dire, la fumée blanche du conclave du Vatican qui était sortie. Là, on est un peu dans le brouillard, parce qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé. On sait qu'il y a une majorité qui se dessine. Mais auparavant, on a également démontré que l'arithmétique n'est pas tout. C'est-à-dire que l'arithmétique est variable. Et la majorité aujourd'hui, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans le rang du chef du gouvernement désigné pour former le gouvernement. On a 198 de l'autre et le reste... La majorité dans l'opposition. La majorité... C'est ce que vous voulez dire. On ne sait pas où il est. On ne sait plus qui est où. On est nulle part pour l'instant. Bon, mais est-ce que ce n'est pas un signal quand même que ce poste revienne à un député de l'USFP? Si mes informations sont bonnes, s'ils n'ont pas évolué depuis le début depuis lundi ou depuis dimanche, si la situation n'a pas évolué, je crois que l'élection de M. Habib Malki n'aurait jamais pu avoir vraiment lieu de cette manière si Benkiran et ses amis n'avaient pas acquiescé à cette élection. Donc, ils n'ont d'ailleurs pas présenté de candidat. Ils n'ont pas présenté de candidat, ils ne se sont pas retirés comme l'a fait le Stiklal. Et ils ont voté blanc, mais bon, c'est de bonne guerre. Et donc, ça a chopé, à ma connaissance, maintenant c'est peut-être juste un paravent, un écran de fumée, ça a chopé, est-ce que pour l'USFP, président de la Chambre, ça suffit?
ou il faudrait leur adjoindre un ministre ou deux pour les conforter et les mettre carrément dans la majorité. Maintenant, on va voir les développements par la suite. Monsieur Saïdi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation? Est-ce que l'élection de Habib El Malki de l'USFP laisse préfigurer d'une entrée possible de l'USFP dans le gouvernement? Pas forcément. Peut-être que ça fait partie d'un deal, justement, de donner le perchoir du Parlement à l'USFP. Mais qui serait du coup un soutien à la majorité? Il ferait partie d'une majorité parlementaire, mais pas de la coalition gouvernementale. En tout cas, ça reste des supputations. Moi, en tout cas, ce que je dirais en guise de préambule, c'est que si ce n'est pas une situation inédite, en effet, Abdelwahid Radi avait été élu avant le gouvernement. En tout cas, ce qui est inédit, c'est qu'on a un président du Parlement qui est élu avant qu'on sache, avant que la majorité se forme. On ne sait pas quelle majorité. On sache la configuration éventuelle. Absolument. Maintenant, il y a un point essentiel, c'est qu'on avance quand même une raison d'État par rapport à la volonté marocaine d'accéder à l'Union africaine. L'intérêt national qui prime, pardon, et qui vient d'être rappelé d'ailleurs par Mohamed Yatim, le président de la Commission des Affaires étrangères, qui a dit que tous les partis ont mis de côté ces considérations, étant donné que l'intérêt national est au-dessus de toute autre considération. C'est sa déclaration cet après-midi même. Absolument. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés ces derniers mois dans le giron de cette volonté de revenir au sein de l'instance panafricaine. Il aurait été vraiment très bête de buter sur la ratification de l'acte constitutif. Maintenant, c'est vrai que ça donne une situation un peu surréaliste au niveau politique. Et je pense qu'on est tous en train de faire un apprentissage d'une néopolitique marocaine. Monsieur Ben Khattab, est-ce que vous êtes d'accord juste pour cette idée que tout reste encore possible? Ça rejoint la déclaration de Monsieur Hassan Daoudi chez nos confrères des Inspirations Écho aujourd'hui même, 18 janvier. Voici ce qu'il dit: nous souhaitons que la porte du dialogue reste ouverte. La question ne dépend pas uniquement du PJD mais aussi des autres partis. Le PJD aurait pu présenter un candidat à la présidence de la Chambre des représentants. Cependant, notre souhait n'est pas de bloquer la situation. Espérons que le fait que le PJD n'ait pas présenté de candidat pourra débloquer celle-ci et que les autres comprennent le message. Aujourd'hui, on pourra avoir une majorité à l'intérieur du gouvernement et une autre au sein du Parlement qui soutiennent l'exécutif. Toutes les portes sont ouvertes. Monsieur Ben Khattab. Sauf que le PJD n'a pas vraiment la garantie, n'a aucune garantie d'ailleurs pour que l'USFP ne demande pas ou ne revendique pas des portefeuilles ministériels. En fin de compte, on suppose que derrière l'élection de Habib Malki, il y a, comme l'avait dit notre ami, un deal, ok, mais lequel? On ne sait pas. Et est-ce que nous avons des garanties? Est-ce que le PJD a des garanties? Je ne crois pas qu'il a des garanties. Et d'ailleurs, il y a maintenant des rumeurs que l'USFP revendique plus de portefeuilles au gouvernement. Et au final, je crois que le PJD n'a pas beaucoup de choix à faire désormais. Quels sont les choix qui se présentent pour le PJD aujourd'hui? Soit elle accepte de faire entrer de céder aux revendications justement de l'USFP et de lui donner quelques portefeuilles ministériels, soit déposer les clés, tout simplement. Il n'a pas beaucoup de choix. Mais l'option d'une majorité avec notamment le RNI, l'UCLMP, elle est totalement exclue pour vous aujourd'hui? C'est-à-dire en dehors du PJD? Avec le PJD? Avec le PJD, non, rien n'est exclu. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est exclu. La situation reste ouverte sur tous les scénarios possibles. La logique voudrait aujourd'hui qu'on forme un gouvernement autour du chef du gouvernement désigné, avec le RNI-UC. Ça ne pose plus de problème, du moins sur le papier. Dans les négociations entre le RNI et entre Aziz Akhannouch et Abdelillah Ben Kiraï. En dépit de tous les soubresauts qui ont émaillé notamment cette fin d'année. J'ai été à Agadir pour le dernier meeting du RNI, ou plutôt de Aziz Akhannouch, pour clore sa tournée régionale, et j'ai assisté à sa partie politique dans son discours. Il n'a pas épargné le chef du gouvernement. Il a été assez vif dans ses critiques. Mais c'est de bonne guerre. Mes amis m'ont dit qu'ils ferment les portes. Je lui ai dit, écoutez, quand les Américains et les Vietnamiens négociaient à la rue Kléber à Paris, au Vietnam, on bombardait encore au napalm. C'est-à-dire que la négociation, le bombardement ne ferme pas les portes. Donc on est de ce qu'on va faire. La logique, si on parle de pure logique, on voudrait qu'aujourd'hui on ait un gouvernement PJD, RNI-UC, PPS,
puisqu'il est déjà dans l'embarcation. Avec un soutien de l'USFP et en dehors du là, gouvernement. c'est là ce que je vous ai dit au début. C'est ça le point d'interrogation. D'après mes informations qui datent de dimanche, l'USFP, Benkiran dit un poste de président vaut 2 ministres, et basta, ça y est. L'USFP et ses alliés continuent à dire non. Il faut les impliquer un peu plus en avant dans la majorité gouvernementale, qu'ils ne soient pas que dans la majorité parlementaire. Mais que dit l'USFP là-dessus? Il demande. Non, il demande. Il veut entrer au gouvernement. Ils l'ont dit clairement. Ça, c'est net, c'est clair. Ils ont fait un communiqué. Ils veulent être dans le gouvernement. Et ils revendiquent. Maintenant, est-ce que Benkiran va céder un poste ou deux? Avec Benkiran, on ne sait plus rien. Est-ce qu'il a vraiment le choix? Parce que s'il refuse, on va se retrouver avec un président de la Chambre des représentants de l'USFP, la Chambre des conseillers avec un autre parti de l'opposition. Ça va faire quand même un peu barrage au Parlement. Monsieur Saïdi. La question de la majorité et de l'opposition se pose non seulement pour le président, mais pour toutes les instances du Parlement. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu une réunion dimanche entre les chefs de partis politiques pour décider de qui va prendre telle présidence de commission qui, normalement, d'habitude, c'est l'opposition qui prend telle commission, c'est la majorité qui prend telle commission. Le jeu est tellement flou et on a été tellement... Et on n'a toujours pas de majorité d'opposition. Voilà, tellement acculé. Surtout de majorité. Il y a une commission qui revient de droit à l'opposition. C'est celle et le PAM en a pris une. Il a voté, puis il a signifié qu'il revient tout de suite à l'opposition. Donc, de législation et commission de finances ou du budget. C'est ça. On vous laisse terminer, M. Saïdi. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, en absence d'une clarté sur les partis qui se positionnent dans la majorité et dans l'opposition, on a l'impression qu'on a dû parer au plus pressé et que maintenant, toutes les options restent possibles, mais c'est vrai qu'on risque de tomber dans des situations surréalistes si tant est que l'USFP, par exemple, bascule dans l'opposition avec un président du perchoir qui vient de ses rangs. Moi c'est un avis personnel, quel que soit ce qu'on peut dire sur la personnalité de Habib Melki, qui a été un ministre brillant, tout ce qu'on peut dire, mais je pense que quand même donner le perchoir à un parti qui n'est pas, qui a vu ses résultats reculer lors des dernières élections. De 39 sièges en 2011 à 20 aux dernières élections. Je pense que c'est quand même, quelque part, une absurdité en soi. Maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, on ne peut que s'astreindre à une réelle politique et de voir les scénarios possibles. Comme le disait Simon Tab, je pense que les scénarios possibles, c'est de voir, justement, dépendre de la capacité de Benkiran à composer avec la situation actuelle. Est-ce qu'il va aller jusqu'à justement donner de strapontin ministériel à l'USFP pour essayer de conclure un accord de coalition gouvernementale rapidement, ou est-ce qu'il va aller carrément au clash justement en disant que je suis incapable de former une majorité? Ça, celui le sait. Avec ses instances, maintenant avec les instances du parti. Maintenant, ce qui est essentiel dans tout ça, c'est que c'est un apprentissage de la politique marocaine post-constitution de 2011, mais aussi une réelle perte de temps par rapport au Maroc, par rapport au pays, parce que même s'il y a 2 décrets qui ont été signés pour que les encaissements se fassent et qu'il n'y ait pas de problème, y ait une continuité des administrations et de l'État. Il y a même un 2e décret pour que les avantages qui sont inclus dans le projet de loi de finances au profit des contribuables soient tout de suite possibles. Il y a même des mesures fiscales qui sont entrées en vigueur au début janvier. C'est ça, c'est de ça que je parle. Mais il reste que les marchés publics qui dépendent de l'État sont à l'arrêt, il reste qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'arrêt, et que, pire, si on va dans une solution où carrément on voit Benkiran déposer les clés et qu'on va vers des législatives anticipées, ça coûtera encore plus cher. Alors, dans quel cas de figure on peut aller vers des élections législatives anticipées? C'est si le gouvernement n'obtient pas la confiance du Parlement?
Maintenant, on n'en est pas là. Enfin, dans l'éventualité où on finirait par constituer un gouvernement. Et les constitutionnalistes, c'est que la Constitution est silencieuse. C'était ce que je voulais lui faire dire, mais pour voir quelles seraient alors les possibilités. Oui, il faut que, en général, deux acteurs peuvent dire que nous sommes devant un blocage et qu'il faut aller devant des élections anticipées. Soit le chef du gouvernement lui-même qui va avouer et reconnaître qu'il ne peut plus former son gouvernement et sa majorité, il va déposer les clés, soit Sa Majesté intervient directement et va dire, bon, on va arrêter ce massacre. Je ne dirais pas ce massacre, mais simplement ce cirque en fin de compte, et on va aller organiser de nouvelles élections. Mais de toute manière, je crois que c'est une décision grave. Ça reste une décision. De provoquer des élections anticipées. Pourquoi ? Parce qu'on suppose que la Constitution de 2011 a fait entrer le Maroc dans une régularité démocratique, si on peut dire. Donc, et on suppose que la régularité démocratique suppose enfin que les institutions marchent de manière spontanée, de manière fluide, sans entrave. Maintenant, nous sommes devant un blocage. Je veux tout simplement signaler une chose. Constitutionnellement parlant, il n'y a pas, je dirais, aucune objection à ce que le Parlement, la Chambre des représentants, essaie d'élire, en fin de compte, ces instances. Donc, du point de vue constitutionnel, il n'y a aucune objection. Mais d'un point de vue politique, la Constitution est claire. Nous sommes devant un système politique qui se base sur, je dirais, une séparation de pouvoir et une coopération entre les différentes instances. Et on sait très bien que dans un régime semi-parlementaire comme le Maroc, comme celui du Maroc, le gouvernement est un prolongement organique et naturel et aussi institutionnel du Parlement. Donc pour former le gouvernement, il faut qu'il y ait une majorité parlementaire. D'accord ? Maintenant, en l'absence de cette majorité, les choses deviennent de plus en plus floues. On peut bel et bien élire telle ou telle instance, mais on ne sait pas où est la majorité, où est l'opposition. Et on sait très bien que la fonction majeure du Parlement et de la Chambre des représentants, c'est la législation. Et faire les lois, ça suppose tout de même qu'il y ait un gouvernement qui fait des propositions de lois et qu'il y ait un Parlement, le contrôle de l'action du gouvernement. Et qu'il y ait une majorité au sein du Parlement qui puisse faire des propositions, et même l'opposition puisse faire des propositions des lois. Donc, en l'absence d'une majorité et d'une opposition, des choses deviennent de plus en plus compliquées. Et on voit mal comment, d'ailleurs, des partis qui ont voté maintenant pour Habib Melki deviendront par la suite les mêmes partis qui feront partie du gouvernement. C'est une absurdité, en fin de compte. Alors, dans l'éventualité où le Parlement donnerait sa majorité au gouvernement qui pourrait être constitué, on parle beaucoup au conditionnel, est-ce qu'il y a aussi le risque... Si vous permettez, j'aimerais juste... Allez-y, ensuite je termine ma question. Non, parce que je voudrais juste revenir sur cette histoire de l'article 42. La Constitution est silencieuse. Il ne dit pas qu'en cas d'échec du chef du gouvernement, il faut aller refaire les élections. Il ne le dit pas. Il ne dit pas non plus, mais il dit qu'il peut reprendre une autre personne du premier parti. Ça, il le peut. Choisir une autre personne au sein du parti, sorti majoritaire arriver en tête des élections. Pas forcément. Mais il ne dit pas non plus. Et c'est là où se pose le problème de l'interprétation de la Constitution. Quand elle ne dit rien, s'il ne dit pas, parce que comme il ne dit pas explicitement qu'il faut refaire les élections, pourquoi on va les refaire? D'ailleurs, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Il ne faut pas rêver. Il faut rester lucide. Les pays... Là, on parle de l'article 47. Et pas 42, c'est lui qui va permettre l'interprétation de la Constitution. J'ai juste confondu les chiffres. Donc, il ne dit pas non plus qu'on ne peut pas passer au deuxième parti. Et quand il ne dit pas, comme il ne dit pas qu'on ne peut pas passer aux élections, comme il est totalement silencieux, se pose la question. Mais qui a la capacité à interpréter?
Ah, c'est la question que j'allais poser. Le seul qui a cette capacité, c'est Sa Majesté. C'est le roi. C'est le roi. Il a l'article, précisément l'article 42. À partir du moment où il y a un blocage de l'article 47 et qu'on ne peut pas former un gouvernement, là, on retourne à Sa Majesté. Et lorsqu'on retourne à Sa Majesté, par quelle disposition constitutionnelle? C'est par l'article, et avec l'article 42 qui stipule, qui porte sur cette interprétation, qui nous dit clairement que le roi est le garant de la continuité de l'État et un arbitre. Et justement, le fait de demander au Parlement et à la Chambre des représentants d'élire 6 instances pour justement ratifier le traité de l'UA. Oui, l'acte constitutionnel de l'Union africaine, ça fait partie c'est une forme d'arbitrage en fin de compte. Bien sûr, l'arbitrage n'est pas toujours explicité, n'est pas toujours express, mais là, parfois, il est dans les actes. Donc, le fait de revenir à Sa Majesté le roi, à partir du moment où on revient au roi, il n'y a plus question d'interprétation. C'est le roi lui-même qui doit interpréter. Ou alors, il l'a fait. Ou alors il confie à une institution comme le Conseil constitutionnel. Non, absolument pas. On n'en sait rien. Les attributions du Conseil constitutionnel sont très Ou alors précises, à une commission, il va demander l'avis à une commission, ou il va dire je veux une entente, je veux un consensus. Là, c'est ce que j'appelle sa capacité d'intervenir de manière positive, d'arbitrer de manière positive. Il garde la latitude. Et donc là, tous les scénarios sont vraiment possibles. Ce qui est sûr aujourd'hui, un large spectre de possibilités. Une fois qu'on aura traversé ce gué, il va falloir penser à la révision de la Constitution. Non, je ne crois pas que... Il faut amender cette Constitution, il faut la clarifier. Parce que pour vous, c'est dangereux, cette vacance en matière d'interprétation sur ce blocage? Vous savez, les choses vont sans dire, mais ils vont mieux quand on les dit. Hein. Donc, il vaut mieux que la Constitution explicite un certain nombre de choses pour qu'on puisse dorénavant fonctionner dans la clarté, dans la transparence. Mais c'est aussi dans l'exercice démocratique que l'on apprend à corriger lorsque des situations comme ça se présentent. Monsieur Saïdi, vous pensez qu'on peut aller vers ce type de scénario de blocage total ? Blocage total, enfin, pour l'instant, rien n'est exclu. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu le blocage, parce que là, ça commence à faire quand même pas mal de temps. Est-ce que le PJD peut sortir indemne de ce blocage ? Étant donné que ça fait tout de même plus de 3 mois qu'il peine à constituer une majorité, quelle va être aussi la conséquence sur les partis politiques, au premier rang desquels le PJD, justement ? Par rapport au PJD lui-même, enfin, je pense que là, ça dépend. Il faut distinguer le PJD de la personne Blia Ben Kiran, même si justement le PJD est un parti qui prône justement la décision collégiale et que à chaque fois, enfin, c'est le secrétariat général qui donnait à Ben Kiran l'habilité de mener les tractations et tout ça. Bon, c'est fait dans les règles de l'art. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PJD, on le voit maintenant, même en arrivant premier avec 125 sièges, voit que le fait de ne pas avoir de majorité confortable et absolue, même avec des alliés proches, ne lui donne aucune latence pour pouvoir garantir la constitution d'une coalition. Et on le voit maintenant, il y a maintenant un pool de partis menés par le RNI et Aziz Arnouch, autour desquels il y a l'UC, le MP et l'USFP, qui représentent maintenant un bloc. Et puis on a un bloc d'opposition claire qui est celui du PAM, plus quelques indépendants. Donc là, pour le coup, on a l'impression qu'on a trois blocs. Et parmi ces 3 blocs, on peut avoir toutes les possibilités qu'on veut. Maintenant, constitutionnellement, la seule chose qui est explicitée, c'est que justement le chef de gouvernement est désigné au sein du parti arrivé premier. Là, ça a été respecté dans la foulée des élections. Parce que 3 jours après les élections, le 10 octobre, le roi chargé à El Abdelkiram de constituer le gouvernement. Mais si le blocage continue, il faudra bien que quelqu'un prenne ses responsabilités. Monsieur Ben Khattab, vous pensez que les partis politiques vont être amenés à repenser leur position suite à ce blocage, et notamment le PJD? J'aimerais bien avant tout rebondir sur une idée, l'idée de blocage. Et je dis tout simplement
clairement qu'il n'y a pas de blocage, ni institutionnel, ni constitutionnel, ni même politique. Parce qu'un blocage politique suppose que les acteurs politiques reconnaissent qu'il y a un blocage. Jusqu'à présent, aucun acteur politique ne reconnaît qu'il y a un blocage. Il l'a fait avant de se rétracter en disant... Pas vraiment. Sinon, il n'y aurait pas de tractation, il n'y aurait pas de négociation sur les portefeuilles. C'est le fameux Tahel Kalem, mais après sans parler de blocage, il a quand même annoncé la fin de négociations avec tel ou tel parti, ne serait-ce que le 8 janvier dernier. Ça reprend une difficulté de composition du gouvernement. Mais en aucun cas, nous parlons du blocage. Du point de vue constitutionnel, on ne peut pas parler du blocage parce que le fait que l'article 47 n'a pas prévu les scénarios en cas de blocage de l'article 47, c'est que tout simplement les législateurs ont pensé à l'article 42. Pourquoi? Parce que lorsque cet article ne fonctionne pas, c'est Sa Majesté le roi qui va intervenir. Qui va intervenir soit pour justement dissoudre le Parlement. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement. Les possibilités évoquées tout à l'heure. Monsieur Kamel, et ensuite on fait la pause. D'accord. Ce qui est intéressant dans cette situation, à mes yeux, c'est que dorénavant, il faut que chacun sache la place qui est la sienne. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire « moi je suis le prééminent ». Il n'y a pas de prééminence. Les institutions sont claires et l'attitude à la Morsi qu'a adoptée Ben Kiran au lendemain des élections n'était pas tenable. Il a crié victoire un peu trop vite? C'est pas qu'il a crié, il a agi en victorieux très vite. Qu'on crie victoire, c'est très bien. Mais qu'on devient hégémonique avec 125 députés, c'est-à-dire une forte minorité, mais une minorité, et qu'on veuille imposer aux autres acteurs, aux autres partenaires, une ligne de conduite. Parce qu'il faut refaire la rétrospective des événements depuis le 7 octobre. Kadi Ben Kiran, je forme mon gouvernement, j'ai le Stiqlal, j'ai l'USFP, j'ai le PPS, et je suis là, on fait la majorité. Ah bon, il n'y a plus personne d'autre dans ce pays. On lui a montré que ce n'est pas faisable, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se joue pas comme ça. C'est pour ça que je posais la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il peut sortir je ne veux pas être plus explicite. Je ne veux pas être plus explicite, mais il y a des institutions dans ce pays. Il faut que chacun tienne sa place, et son rang et son rôle. Merci beaucoup à tous pour cette première partie. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite, juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci d'être restés avec nous. On enchaîne avec les autres sujets. On a commencé avec la ratification aujourd'hui même, enfin l'adoption aujourd'hui même de l'acte constitutif de l'UA par le Parlement marocain. Il y a quelques jours se tenait à Bamako, dans la capitale malienne, le 27e sommet France-Afrique et qui a été un peu les coulisses de ce prochain sommet qui doit se tenir fin janvier à Addis Abeba. Salah Eddine Mezouar, le ministre des Affaires étrangères qui était à ce sommet, a notamment exprimé dans une déclaration à la MAP à la fin du sommet ses observations notamment sur le sommet. Lors des multiples rencontres que j'ai eues, j'ai constaté que la décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle, en l'occurrence l'Union africaine, a été chaleureusement accueillie. Monsieur Naïm Kamel, pardon, excusez-moi, Monsieur Kamel, est-ce que cette question de l'UA a été au centre de ce sommet France-Afrique ? Et notamment les plaidoyers pour les candidats à la présidence de la Commission. Non, dire qu'elle était au centre, non, parce qu'il y a le sommet France-Afrique. Pour les Africains. Qui est une vieillerie, en vérité. Mais c'est le 27e.
Hein, oui, c'est le 27e, et puis non, même politiquement, c'est une vieillerie. Aujourd'hui, on a le sommet Chine-Afrique, on a d'autres choses qui sont en train de naître. Mais bon, ils avaient d'autres. On va en parler après. Ils avaient d'autres soucis sécuritaires, notamment au niveau du Sahel. C'est très important avec ce qui se passe en Gambie, avec ce qui se passe également au Nigeria, avec Boko. Donc il y avait et au Mali même, et au Niger. Mais on peut dire que les chefs de diplomatie de tous les pays africains ont dû, dans les coulisses, vraiment travailler chacun pour ses objectifs. Sûrement que les Sénégalais, aidés par les pays qui les soutiennent, ont dû militer pour leur candidat à la Abdoulaye Bathily, ancien diplomate, pour se substituer à Zuma à la tête de la Commission africaine, qui est l'organe exécutif de l'Union africaine. C'est certain. Je crois qu'aujourd'hui, au Parlement, devant le Parlement, quand il présentait l'acte constitutif de l'Union africaine, Mzouer a parlé de 40 États qui ont déjà donné leur accord pour la réintégration et le retour du Maroc dans au sein de l'UA. Et il considère que d'ici la fin du mois, c'est-à-dire date à laquelle va se tenir le sommet, il y en aura d'autres. Donc sur ce plan, et on sait qu'il va y avoir beaucoup de manœuvres, qu'on manœuvre déjà, pour trouver un moyen de reporter, de retarder ce retour. Et on sait qui opère dans l'ombre, on sait qu'il y a l'Afrique du Sud, on sait qu'il y a l'Algérie, on sait qu'il y en a d'autres. Mais bon, le compte est bon. Le compte est bon. Pour le Maroc. Oui. Monsieur Saïdi, sur les coulisses donc, de ce sommet de Bamako concernant l'Union africaine et le retour du Maroc dans l'Union africaine, la présidence de la Commission, qui a été un peu au cœur des lobbying des États africains présents, ils étaient plus de 30 présents à Bamako, est-ce que c'est un enjeu crucial? Parce que c'est l'organe exécutif de l'Union africaine, est-ce que c'est un enjeu crucial? Absolument. Il suffit de voir ce qu'on a enduré avec Mme Zuma comme présidente de la Commission, avec avec des communiqués entre le ministère des Affaires étrangères marocain et la présidente de la Commission. Oui, qui encore récemment a refusé les lettres des États en demandant ce que ce soit les ministres des Affaires étrangères qui les envoient. C'est clairement un poste très influent dans l'instance africaine et que justement le fait de pousser un candidat de l'Afrique de l'Ouest qui est Abdoulaye Bathily pourrait jouer en notre faveur. C'est le candidat favori du Maroc? Oui, clairement. En plus, il n'y a pas que le poste de présidence de la Commission qui se joue pendant cette session. Il y a aussi une commission très importante qui est celle de paix et sécurité, qui est aujourd'hui présidée par l'Algérie. Un Algérien. Et que là, on vient d'avoir confirmation aujourd'hui d'une candidature nigériane. Alors que le Nigeria était d'habitude un allié stratégique de l'Algérie. Un satellite de l'Algérie. Donc les lignes commencent à bouger un peu. Comme le disait Naïm Kamal, le compte est bon par rapport à l'adhésion du Maroc. On l'a vu lors du sommet d'action Afrique, lors de la COP22, il y a une certaine adhésion. Les tournées royales de l'année dernière ont porté leurs fruits. Il y a beaucoup de qui vont se poursuivre. Elles vont se poursuivre, même si la tournée qui était... la visite au Ghana a été repoussée. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses, des tractations bien sûr dans les coulisses du sommet de Bamako, mais c'est clair que ce n'était clairement pas l'enjeu principal. L'attraction du sommet de Bamako, c'était Hollande. Oui, on va y revenir dans un instant, mais tout de même, le communiqué du ministère des Affaires étrangères lors de ce sommet a quand même remis au centre la question de l'intérêt national. Je cite ce communiqué qui a mis l'accent sur l'importance du respect de la souveraineté, de la stabilité et de la sécurité des États, ainsi que la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Un mot, Monsieur Ben Khattab, sur ces coulisses de l'UA, et après on revient effectivement au bilan africain de Hollande. Vous savez, le Maroc n'aura aucune occasion pour faire entendre sa voix partout dans le monde, et surtout en Afrique maintenant, qu'il aspire à intégrer sa place dans le cortège africain. Maintenant, on sait très bien que pour la France et pour les autres pays africains, ce n'est pas vraiment le centre de débat. Mais tout de même, à chaque fois, la France a toujours joué ce rôle de plateforme de négociation des pays africains. La France, les leaders et les chefs
courants politiques africains se rencontraient souvent à Paris. Sinon, le premier sommet France-Afrique s'était tenu à Paris en 1973. Voilà, donc, la France a toujours joué cette plateforme, cette fonction de plateforme. Maintenant, le vrai enjeu pour ce sommet, c'était le volet sécuritaire. Ce n'était pas la question de l'adhésion, de l'intégration du Maroc. Non, c'était effectivement pas. On l'a bien dit, mais c'était juste l'occasion pour les pays africains présents de tracter pour la future présidence de la Commission de l'UE. Exactement, c'est ce qui a été fait, avec brillance, si je puis dire. Donc c'était bien. Et puis aussi juste un petit rappel également, dans le communiqué final, la déclaration finale qui a sanctionné les travaux de ce sommet, on a reconnu le rôle du Maroc. Voici ce que contient cette déclaration. Les chefs d'État et de gouvernement ont salué la réussite de la COP22 tenue au Maroc, qui a mis l'Afrique au cœur de son programme d'action à la faveur de la proclamation de Marrakech. Et puis également, je vous cite juste un extrait de la revue Afrique Renouveau, qui est la revue trimestrielle de l'ONU, dans son dernier numéro de décembre à mars, donc de janvier, février, mars 2017. Voilà ce qui y est dit. Lentement, progressivement, le Maroc s'affirme comme une force économique majeure en Afrique subsaharienne et envisage même de réintégrer l'Union africaine qu'il a quittée il y a plusieurs décennies. Donc on voit que tous ces différents enjeux liés au Maroc et à la place du Maroc en Afrique sont repris et largement commentés à l'international. On revient maintenant au cœur de ce sommet qui était donc le bilan de François Hollande aux Africains. C'était sa dernière visite avant la fin de son mandat. Alors comment caractériser justement cette politique africaine de François Hollande? Est-ce que c'est le volet sécuritaire qui a prédominé? Monsieur Saïdi? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le choix de Bamako n'est pas fortuit. Il est venu là où il allait être sûr de recevoir l'accueil le plus chaleureux, puisque justement le déclenchement de l'opération Serval, puis après Barkhane, Serval en septembre 2013. Oui, et Barkhane en août 2014 ont permis justement de sécuriser cette région, et notamment le Mali qui craignait pour sa souveraineté. Et qui n'est pas... Non, justement, j'allais y venir. Mais François Hollande a affirmé son soutien, juste je le cite, « La France restera toujours aux côtés du Mali jusqu'à l'aboutissement du processus de paix, jusqu'à ce que l'État malien puisse avoir son autorité respectée sur l'ensemble de son territoire. » Malheureusement, aujourd'hui même, il y a eu un attentat suicide à Gao, où il y a eu 37 morts dans une caserne. Donc, et on l'a vu pendant les élections du mois dernier au Mali. On n'a pas pu sécuriser la zone nord pour faire des élections en bonne et due forme. Et ça, de l'aveu même du président de la commission électorale. Donc on le sait, le Mali est en proie à une insécurité qui est certaine. C'était une manière pour François Hollande de dire quand même, c'est ce qui est vrai, s'il n'y avait pas eu l'intervention de la France, même Bamako serait aujourd'hui aux mains de groupes terroristes. Donc ça, pour le coup, il faut le dire. Mais la situation de la France et de Hollande spécifiquement est un peu délicate dans ce sens, parce que d'une part, il y a ceux qui lui reprochent de n'être pas allé jusqu'au bout dans le problème malien, et de l'autre, qui reproche l'interventionnisme français qu'il a hérité de l'intervention libyenne de Sarkozy. En plus, si on rajoute... Donc il a pris une décision en demi-teinte. C'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on lui reproche. Maintenant, c'est vrai que Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas tari d'éloges sur Hollande, qu'il a même dit que aucun président français n'avait autant fait pour la région que Hollande. Sa phrase exacte, c'est « De tous les chefs d'État français, François Hollande aura été celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère et le plus loyal. » C'est donc le président malien qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture le 13 janvier. Non, mais... Je vous laisse finir ensuite, monsieur Kamel. Non, je dis juste une phrase, c'est de la diplomatie. Il ne faut pas prendre plus que au pied de la... Non, plus que de la diplomatie, c'est l'expression du couple Ibeka-Hollande. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Ils ont joué un numéro de duettiste. Ils sont allés jusqu'à parce qu'ils ont coprésidé, bien sûr, le sommet, mais ils sont allés jusqu'à déterminer qui va parler, qui ne va pas parler, parce qu'ils savaient qu'il y avait des dissidences par rapport à la France. Et d'ailleurs, ça revient à un problème qui est sous-jacent, qui est celui de la place de la France en Afrique.
On le sait tous, c'est l'ancienne puissance coloniale, mais c'est aussi le principal partenaire économique jusqu'à il y a quelques années. L'une des anciennes puissances coloniales. Oui, enfin, je parle surtout du Sahel, de la région, de la région francophone et de la région d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une des puissances, mais c'est aussi un des plus grands soutiens financiers pour l'Afrique. Et Hollande a promis de tripler l'aide publique au développement en Afrique. Oui, mais pour la perception, je peux vous assurer qu'en Afrique, les gens le voient autrement. Parce qu'il y a par exemple la question du franc CFA, où on a 50% des réserves nationales doivent être déposées dans le trésor français. Donc il y en a qui disent que la France ne nous remet que l'argent qu'on lui donne. En tout cas, c'est un problème... C'est plus compliqué que ça. Non, c'est plus un problème de perception et de mots du passé qui ne sont pas encore... qui ne sont pas encore exorcisés et qui reviennent à chaque fois qu'il y a une occasion de ce sommet, de sommet France-Afrique. Et d'ailleurs, le mot France-Afrique renvoie à un mot qui était désuet. France-Afrique en un mot. Et très critiqué. Et très critiqué. C'est un terme péjoratif voilà. Même aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut souligner par rapport à ce sommet, c'est que pour une fois, on a essayé de donner un caractère économique. Il y a eu une forte délégation économique, notamment du MEDEF, et de Pierre Gattaz, président du MEDEF, qui est venu justement pour essayer de dire que le partenariat est désormais économique, qu'il est basé sur un co-développement, qu'il est basé... Sauf que c'est vrai que ça vient un peu tard, dans le sens où on a la Chine qui a commencé à se tailler une part de lion sur le continent, sur les marchés africains. Monsieur Kamel ? En vérité, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que, bien sûr... Est-ce que la France est en perte de vitesse aujourd'hui sur le continent africain ? La France est doublement en perte de vitesse. D'abord, parce qu'il y a la Chine. Ensuite, parce qu'il y a également les États-Unis qui s'intéressent à l'Afrique. Ils s'intéressent énormément, et vous savez que cette histoire d'Afrique... C'est les premiers investisseurs en Afrique. Les premiers supports de l'aide au développement. Même sur le plan militaire, cette histoire d'installer l'Afrique Accord, toute proche des pays africains, enfin, au milieu de l'Afrique, il y a encore des difficultés. Je veux dire qu'il y a une véritable guerre d'influence aujourd'hui sur l'Afrique entre la France qui essaie de maintenir autant que faire se peut ses positions, l'Amérique qui a mis ses pieds et la Chine qui s'est installée. Et quand François Hollande a décidé d'aller au secours du Mali, ce n'est certainement pas pour les beaux yeux des Maliens. C'est parce que il y a l'uranium du Niger, il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup d'exploitation dans la région, et c'est là où résident réellement les intérêts de la France. Donc c'est une question d'abord d'intérêt économique, mais bon, il y a une théorie qui veut que la France soit un pays en voie de sous-développement, donc un pays en voie de retrait, et que forcément il y a des puissances nouvelles montantes. Le retour de la Russie, il va falloir voir comment il va se manifester en Afrique, parce qu'il y aura une manifestation en Afrique, parce que la Russie à un moment donné était très présente en Afrique, au moment où il y avait les partis uniques, où il y avait beaucoup de socialisme et le progressisme. Donc il y a beaucoup de jeux, et la France essaie de rester dans le jeu. Un dernier mot, M. Ben Khattab, sur ce sujet, avant qu'on passe à la conférence sur le Proche-Orient. Oui, on sait très bien que le quinquennat de François Hollande reste mitigé sur le plan interne, mais sur le plan externe tout de même, et surtout en Afrique, il avait quelque chose à dire. Donc, il y a un bilan à défendre quand même. Et c'est une manière, maintenant qu'il est à la fin de son mandat, c'est une manière de dire, bon voilà, j'ai réalisé au moins quelque chose sur le plan international. Et pourquoi Bamako? Justement parce que le seul cas où il y avait une réussite relative de l'intervention française, c'est au Mali, puisqu'il y a une certaine instabilité politique qui est revenue, et le processus de paix est en train de se consolider. Mais à part ça, vraiment, la France est en train de perdre de la vitesse, mais surtout, la France n'a plus les moyens de sa politique étrangère. La France ne peut pas défendre sa revendication d'être une puissance internationale. Et les prérogatives traditionnelles et historiques sur le continent. Et il ne peut même pas défendre ses prérogatives et ses revendications d'être le gendarme de l'Afrique. Parce qu'actuellement, on voit très bien que la France n'arrive pas, sur le plan économique justement, à stabiliser un certain nombre de régimes politiques, parce que
Voilà, effectivement. Et puis, militairement, la solution militaire n'est pas vraiment la seule et l'unique solution au problème de l'Afrique. Maintenant, l'intervention de la France arrive parfois à colmater des brèches par-ci, par-là, mais tout de même, le vrai fléau du terrorisme, il est toujours là. Et les Français le savent très bien. Donc la question sécuritaire reste au terme des enjeux. Voilà, c'est une opération médiatique pour François Hollande et pour son quinquennat, en fin de compte. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour aborder le dernier sujet qui est la conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient. Elle s'est tenue ce dimanche en présence de 70 représentants d'États. Alors, en juin dernier déjà, il y avait eu une conférence, l'initiative de la France pour une paix au Proche-Orient. Entre-temps, il y a eu un rapport du Quartet sur le sujet. Il y a eu cette fameuse résolution du 23 décembre dernier votée à l'ONU pour demander la fin des colonisations israéliennes. Alors, est-ce qu'il y a une accélération des choses en ce moment pour remettre au sommet de l'agenda international le conflit israélo-palestinien, selon vous? Et notamment à l'approche de l'investiture de Donald Trump. Monsieur Saïdi? Je pense qu'encore une fois, c'est Hollande qui essaie de soigner sa sortie. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que là, c'est des initiatives. Et sincèrement, le sommet, on a vu le sommet de dimanche dernier, un sommet sur la paix au Moyen-Orient entre Palestiniens et Israéliens, où il n'y a ni Israéliens ni Palestiniens. Oui, alors juste Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a déclaré donc ce 15 janvier « Cette conférence est futile, elle a été coordonnée par les Français et les Palestiniens avec le but d'imposer à Israël des conditions incompatibles avec nos besoins nationaux ». Donc il a refusé parce que pour les Israéliens, ces négociations ne peuvent être que bilatérales et ne pas engager les mouvements internationaux. Mais en revanche, Mahmoud Abbas va être reçu dans ces prochains jours par François Hollande. Enfin, Monsieur Saïdi, je vous laisse terminer. Il devait justement être reçu dans la foulée. Et il a refusé, voilà, le Premier ministre israélien. Mais même, il devait recevoir les deux. En fait, l'idée, c'était de sortir avec une déclaration commune qui serait présentée aux deux parties. Maintenant, on le sait, Netanyahou est en train de botter en touche parce qu'il sait qu'il joue la montre et que vendredi, un autre président qui vient d'annoncer, qui a même annoncé que ça serait son gendre qui s'occuperait de la question. Et qui a nommé David Friedman, un proche de l'extrême droite israélienne, au poste d'ambassadeur en Israël. Plus que ça, qui a annoncé que l'ambassade américaine pourrait être déplacée à Jérusalem, ce qui est très très grave. Donc, pour Netanyahou et pour le gouvernement israélien, c'est juste gagner du temps. Cette histoire du Moyen-Orient, on la connaît, ça dure. Ça dure depuis 1948. Et ça fait plus d'un demi-siècle. Et on a toujours vu Israël mépriser toutes les règles internationales, le droit international, les résolutions du Conseil de sécurité. Elle n'en a cure. Et elle fait ce qu'elle veut. On a fait Oslo, puis on a fait d'autres choses, et on a toujours réduit jusqu'à vraiment réduire les Palestiniens à des petits lopins de terre. Oui, avec une colonisation et on veut galopante. Aujourd'hui nous faire croire à l'illusion de la possibilité de deux États. Autre chose, Israël a toujours refusé l'implication de l'Europe dans la solution du conflit israélo-palestinien. Elle a toujours rejeté cette intervention. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va l'accepter. Et elle préfère le tête-à-tête avec Washington. C'est sa position, c'est son choix et elle sait pourquoi. Alors, le plan Kerry pour une paix au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain a fait un discours de plus d'1 heure le 28 décembre dernier au ministère des Affaires étrangères à Washington, dans lequel il a exhorté les deux représentants pour une solution à deux États. Est-ce que c'est un testament moral qu'il a laissé? Est-ce que c'est une forme d'impuissance qui est laissée aujourd'hui par Obama? Excusez une seconde. Allez-y, je dirais en deux mots. Kerry n'a pas été opérationnel et efficace alors qu'il était... Il a essayé en 2013-2014 il avait de très mauvais rapports avec Benjamin Netanyahou. Il a réussi même à avoir de très mauvais rapports avec Benjamin Netanyahou sur cette question. Mais il n'a pas été efficient, il n'a pas été rentable. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va l'être. Qu'il fasse un discours. Toute l'administration Obama n'a pas été efficace au Proche-Orient, justement, notamment avec la question palestinienne après 2011, surtout après les révoltes arabes. Le printemps arabe a relégué au second plan, sinon au énième plan, la question palestinienne. Mais s'il y a un grand perdant, s'il y a un perdant
de ce printemps arabe, c'est justement les Palestiniens, puisque la question palestinienne n'est plus à l'ordre depuis un certain temps. Maintenant, je crois que les lignes commencent à bouger, mais non pas en faveur des Palestiniens, mais plutôt en faveur des Israéliens. La politique de colonisation, elle est là. Les Palestiniens n'ont jamais été plus faibles que maintenant, jamais. Et puis, le système politique régional arabe n'est plus là. Il n'y a plus de système politique qui peut défendre cette... D'ailleurs, les Palestiniens avaient toujours je dirais, ce système arabe qui défendait cette question. Maintenant, il ne l'est plus. Alors néanmoins, est-ce qu'on peut... Il y a un événement qui s'est passé hier, c'est l'annonce par les factions du Fatah et du Hamas de former un gouvernement d'union nationale après 3 jours de négociations à Moscou. Non, c'est pas la première fois, mais... C'est arrivé à Moscou. Ils ont demandé, je vais jusqu'au bout de ma question et je vous laisse répondre et ce sera à la fin. Est-ce que, d'abord, le fait que cela se passe à Moscou et qu'on demande l'aide de Moscou en affirmant qu'on n'a plus confiance dans le quartet, qu'on n'a plus confiance dans le Conseil de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour la Russie? Je donne juste la déclaration de Hazam El-Ahmed, un dirigeant du Fatah, dans une conférence de presse hier même à Moscou. Après notre réunion, nous sommes tombés d'accord pour nous adresser dans un délai de 48 heures au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour lancer des consultations sur la création d'un gouvernement d'union nationale. Et dans la même déclaration, il affirme qu'ils se sont tournés vers le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov pour leur demander de plaider contre la décision de Trump de déplacer l'ambassade, etc. Alors première question, est-ce que cette entente des partis palestiniens pour une union nationale est crédible et tenable? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire sur la position de la Russie proche de Trump sur le dossier israélo-palestinien? Monsieur Saïdi, je fais un tour de table. Je vais commencer peut-être par la deuxième, pour dire que depuis le casus belli de Moscou en Syrie, tout le monde essaie de se rappeler au bon souvenir de la bipolarité mondiale en disant que peut-être que Poutine, maintenant, c'est l'homme fort qui peut tenir tête aux États-Unis. On l'a vu quand on discutait de la crise libyenne, où le général Haftar a été voir Poutine pour essayer d'avoir un peu d'appui. On le voit par d'autres pays, mais le fait que la région soit complètement déstabilisée, qu'il n'y ait plus ce pool arabe qui, malgré son manque d'efficacité latent pendant des décennies, avait au moins la façade d'un front qui défendait la Palestine. Maintenant, il n'y a même plus ça. Donc les Palestiniens sont acculés... Donc on se tourne vers l'homme fort, entre guillemets, du moment ? Oui, l'homme fort, tout en ayant un espoir relatif. Je dis entre guillemets. C'est relatif, parce que Poutine, certes, il y a une projection de puissance qui est voulue, mais il n'est pas aussi puissant qu'il le voudrait. Et ça d'une part. Alors, pour revenir à la première question... Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Comme le disait Senaim Kamal, il y avait, le fait que le Hamas et le Fatah se mettent ensemble ou se mettent pas ensemble, c'est une litanie qu'on connaît depuis des années. Mais là, le divorce était consommé quand même depuis 2007. Oui, mais c'est quand ils sont acculés, qu'ils se mettent ensemble, il suffit qu'il y ait une bribe d'éclaircie pour que chacun rejoigne ses positions. Donc ça vous semble peu crédible? Ça me semble peu crédible, mais surtout, moi, si je devais conclure sur quelque chose, c'est que la colonisation, c'est le point d'orgue de cette affaire. Oui, on a évoqué tout à l'heure cette résolution de l'ONU pour appeler à la fin des colonisations. Et que la politique du fait établi, consommée depuis des décennies, maintenant elle a donné ses fruits. On parle de solution à deux États. Très rapidement. On parle de solution à 2 États. Est-ce qu'on a un territoire viable pour la Palestine aujourd'hui? C'est un territoire sporadique qui est enclavé dans une immensité israélienne. Et donc même la solution qui est prônée par les amis de la Palestine est impossible. On est à la fin de l'émission, vous avez très peu de temps. Un dernier mot. Poutine n'a pas les moyens de sa puissance, de la nostalgie à l'ère soviétique d'abord. Et les Palestiniens ne peuvent plus maintenant que compter sur eux-mêmes. Pour faire quoi? Pour créer un État aux côtés d'Israël. Un État qui n'a pas les ressources nécessaires. C'est un État qui est voué à l'échec. Je crois qu'il faut remettre en cause cette idée de deux États, deux peuples qui cohabiteraient. Un dernier mot très rapidement. Moi, je vais le dire très rapidement. Il faut inviter l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Quand la Russie était l'Union soviétique, puissance égale aux États-Unis d'Amérique, que le monde arabe avait des États constitués et non faillis, on n'arrivait pas à une solution. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va y arriver.
Merci beaucoup, Monsieur Kamel, en dépit de Je suis sceptique, mais voilà, en dépit de votre pessimisme. Merci pour ce mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. Merci à vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Restez sur Média TV dans un instant, la suite des programmes. Et quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.